Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui à Eupen, à quelques kilomètres à peine de la frontière allemande. On va découvrir une maison ultra contemporaine comprenant à la fois un cabinet médical mais aussi l'habitation familiale. On découvre ce projet juste après le sommaire. Construire sa maison pour reconstruire sa vie, c'est un peu la philosophie de cet écoquartier situé près de Pau. Pour établir le certificat énergétique d'une habitation ancienne, il faut parfois se transformer en détective privé. Le designer Luc Vincent habite une maison typique de l'architecture moderniste des années 50. Elle a été classée cette année. Robert et Sarah confirment leur toute nouvelle complicité. Ils posent un parquet stratifié. François-Xavier, l'environnement de cette habitation, le voici. On est dans un lotissement qui date des années 60, donc sans trop de prescriptions urbanistiques, ce qui était plutôt pas mal. Oui, c'était une chance et comme le maître d'ouvrage désirait aussi une maison contemporaine, on a pu en profiter un maximum. Alors on la découvre, cette maison. De ce côté-ci, on a le cabinet médical et puis l'habitation. Les deux sont vraiment séparés, même visuellement. Ils sont séparés visuellement, mais malgré tout, on a réussi à les intégrer dans le volume. Une contrainte tout de même, c'était ce terrain en pente. Oui, exact. On avait un terrain assez pentu, mais on a pu en profiter grâce à l'orientation qui est sur l'arrière. Et donc vous avez réorganisé quelque peu la maison que l'on découvre maintenant. Venez avec moi. Why do you think the kids like rock and roll? Rock and roll, rock and roll. 'Cause it's terrible. On va essayer, François-Xavier, d'être très clair. Ici, au niveau de la rue, on a bien entendu ce hall d'entrée. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme autre espace? Donc on a les garages et principalement on a la chambre des parents, le cabinet médical et cette pièce. Qui est le salon d'hiver, si on peut dire. Exactement. Alors on a aussi directement cette vue sur la nature. Dès qu'on pénètre dans la maison, on communie avec la nature. Exactement. C'était maintenant pour garder une communication avec les personnes qui rentrent, avec l'arrière et avoir cette vue sur cette zone agricole. Alors, toutes les pièces de vie se situent un étage en dessous, au niveau du jardin. Et il y en a un qui profite beaucoup du jardin et surtout de ses poissons, c'est Bernard. Ah ben les voilà, ces fameux poissons, ce sont des Poisson koi. Alors ces poissons, ils ont vraiment servi de point de départ à l'élaboration de la maison. Vous les vouliez là. Je les voulais au milieu de la terrasse pour pouvoir profiter de mes poissons quand je descends de l'escalier, justement, avoir cette magnifique vue et puis être au milieu de la terrasse. C'est vrai que tout ce rez-de-jardin a été pensé pour profiter de cette nature. Absolument. Nous avons deux endroits, une fois en face de la cuisine et puis ici pour vraiment relaxer. Alors ils ont l'air très curieux, c'est quoi? C'est des poissons qui viennent d'où? Ils viennent du Japon et on va leur donner à manger. Maintenant, tu peux le caresser. Vous m'invitez à caresser vos koi. Absolument. Dites donc. Je peux vous assurer qu'il y a un vrai sentiment d'apaisement, de zénitude à l'extérieur de l'habitation, mais ici aussi, dans ce jardin d'hiver. Allez, on part à Pau maintenant. Vous connaissez toutes et tous l'association de l'Abbé Pierre, l'association Emmaüs. Eh bien, ils ont construit dans la région de Pau un écoquartier. On a bien entendu été poussé les portes de cet écoquartier. Tous les jours ici, c'est l'effervescence. Créée il y a tout juste 30 ans, la communauté Emmaüs de Pau, au pied des Pyrénées, est devenue un acteur incontournable dans la région. Les riverains viennent y déposer leurs vieilles affaires ou en acquérir d'autres. Un modèle économique performant qui permet à la communauté d'être totalement autonome financièrement. Aujourd'hui, 130 compagnons, des célibataires, des couples et des familles, vivent et travaillent ici. Mais ces compagnons, il faut bien sûr les loger. Vu l'importance de demande d'accueil, l'importance de l'activité, il fallait qu'on trouve une autre structure pour accueillir les gens. Soit on construit un bâtiment avec plein de pioles, soit on va tenter avec des mobil-homes pour donner une autonomie. Mais il y a 3 ans, la communauté décide de se lancer dans un grand projet. Le but, remplacer le parc de mobil-homes par un village avec des infrastructures communes en dur et de véritables maisons individuelles.
on a voulu développer des deux principaux axes, qui étaient le premier, le bien-être de la personne, où la personne s'approprie son habitat, où elle participe à la construction de son habitat, où elle peut se reconstruire aussi bien socialement qu'affectivement. Et l'autre réalité économique, c'est de dire on va maximaliser l'isolation, on va faire une économie d'énergie. Une vingtaine d'habitations sont déjà ainsi sorties de terre, comme celle-ci, occupée depuis quelques mois par John et Christelle. Une maison bien particulière, entièrement réalisée avec des matériaux recyclés, elle n'a coûté en tout et pour tout que 12 000 €. On a visité les lieux, je commençais à me projeter un peu, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Et là, vraiment, ça m'a donné quelques ambitions supplémentaires vis-à-vis de ma propre vie à moi et des projets. J'envisage pas un départ, je me pose réellement et voilà, quoi, on s'approprie vraiment son logement et on se sent responsable. Malgré quelques projets comme cette maison en bouteille destinée aux visiteurs bénévoles et dont le toit sera complètement recouvert de planches de WC, les bâtisseurs ont dû revoir un peu à la baisse leurs ambitions en termes d'utilisation de produits recyclés. On a beaucoup de maisons à faire, puisqu'on en a une soixantaine encore à faire. On est aussi limité dans le temps. C'est-à-dire qu'on veut aussi répondre assez rapidement aux compagnons. On ne peut pas trop se permettre cette récupération. On en fait, mais pas comme on voudrait. On aimerait davantage, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on est pris par le temps. Mais l'idée de base demeure, construire en interne des petites maisons personnalisées et adaptées aux goûts et aux besoins des compagnons. Des maisons en ossature bois et pour un prix rikiki, 25 à 35 000 € maximum. Il y a tout un travail de recherche au niveau des matériaux, de manière à avoir des matériaux compétitifs au niveau des prix, mais aussi compétitifs au niveau énergie. Alors en termes d'isolation, on utilise nos vêtements qui sont recyclés, qui sont défibrés, et on a des performances extraordinaires. Puisqu'en hiver, on s'est rendu compte que les gars n'allumaient pratiquement jamais le chauffage. Damboul fait partie de l'équipe d'éco-constructeurs. Il est particulièrement fier de son habitation, le Mistral. Une maison penchée, comme si elle avait été renversée par le puissant vent méridional. Moi, je viens du Midi, de la Provence, et les couleurs de ma maison, c'est la lavande pour le bleu et le soleil. Les hublots, c'est un peu le bord de mer, c'est un bateau, voilà, je suis terriblement bien. Il me manque les cigales, mais bon, elles viendront pas ici, je crois pas. Pour Damboul, comme pour tous les autres compagnons, bâtir sa propre maison, c'est aussi une manière de se reconstruire soi-même. Les gens viennent nous poser des questions, on essaye de voir un peu dedans. C'est quand même important pour nous, parce qu'on se fait reconnaître comme ça, à notre manière. Pour nous, c'est vraiment le vrai engagement solidaire de la communauté et on est totalement dans le vrai combat de l'abbé Pierre qui était de permettre à la personne de devenir un homme debout. Avec énergie et réalisme, sans aucun misérabilisme, les compagnons d'Emmaüs de Pau travaillent jour après jour à réinventer la société en donnant la priorité à l'humain. Un projet utopique qui force le respect. Virginie, j'évoquais il y a quelques instants cette zénitude, ce sentiment de bien-être. Il vient quoi? Il vient entre autres de l'utilisation de matériaux comme le bois? Oui, c'est vrai que dans de grands volumes comme ici, de grands espaces très lumineux et très blancs, eh bien, le fait de mélanger les matériaux, ça va donner beaucoup de chaleur. Et alors, en termes de bois, on a déjà deux essences différentes. On va retrouver du chêne au sol et beaucoup de noyer dans l'ensemble du mobilier. Ici, par exemple, dans la cuisine, mais aussi dans les placards, les tables et toutes ces choses-là. L'escalier. Et voilà. Et ça apporte beaucoup de chaleur à cet intérieur. Et puis, quelque chose de très homogène aussi, puisqu'il y a une continuité dans toute la maison. Vous évoquez le mobilier de cuisine. C'est vrai qu'on se trouve ici avec un mobilier qui n'est pas trop imposant. Oui, voilà, un détail que je trouvais assez intéressant aussi. Souvent, on trouve un énorme îlot au plein milieu de la pièce. Et ici, on a pu travailler quelque chose de plus étroit. Alors, deux choses importantes, c'est qu'il y a un grand mur ici qui est habillé de placards et de rangements intégrés. Oui. Donc, ça permet de libérer un maximum d'espace pour les plans de travail. Et donc, ici, on a un plan de travail qui fait une proportion tout à fait légère. Donc, on a 80-85 cm sur 2,40 m. Et on se rend bien compte qu'on a toujours tout l'espace. Et puis, ça libère de la place pour mettre une salle à manger supplémentaire. Et on retrouve là aussi le mélange des matériaux. François-Xavier, avec une maison comme ça tout en longueur, il fallait quelque part aérer, alléger un peu l'architecture. Oui.
parce qu'on arrive à des volumes assez grands. Donc là, le but, c'est directement d'emblée éviter ce genre de monotonie via un volume trop massif et de créer des découpes dedans. Alors justement, on a ce décrochage qui est un peu un beau window revisité, si on peut dire. Et puis on a aussi ce décrochage à l'étage qui va permettre d'avoir un côté un peu plus aérien. Voilà, donner un peu de légèreté et faire un peu des découpes et des jeux de retrait avec les matériaux. Jeu de matériaux entre le bois et le crépi, jeu aussi de teintes. C'est vrai qu'on le distingue à peine, mais les teintes sont différentes et ça allège aussi un peu le tout. Oui, ça c'était le but, de donner maintenant, différencier le soubassement du bâtiment qui se trouve la partie au rez-de-chaussée. Rester trop longtemps ici en bord de piscine parce que c'est une petite ambiance tropicale, mais je voulais tout de même attirer votre attention sur un détail, c'est cette peinture que l'on retrouve ici sur le béton. C'est vrai que régulièrement, quand on décoffre un béton, on a une série d'aspérités, de différences de teintes. Et bien ici, on a uniformisé le tout grâce à cette peinture et on retrouve le même effet d'ailleurs sur un mur du salon. Il est grand temps maintenant de découvrir notre séquence Brick Expert. Depuis juin 2011, tous les bâtiments que vous souhaitez vendre ou louer doivent posséder un certificat de performance énergétique. Ce certificat reflète le côté énergivore de la maison et permet de la comparer à d'autres biens. Pour établir un certificat, le propriétaire contacte un certificateur qui va venir donc sur place prendre les mesures du bâtiment, voir les compositions des parois délimitant l'enveloppe du bâtiment, mais aussi voir le système de chauffage qui est installé et éventuellement de ventilation. Pour faciliter ce travail, le propriétaire peut préparer une série de documents tels que des plans ou des documents attestant de la composition des parois par exemple. Et là, en ce qui concerne les vieilles maisons, il faut bien souvent faire appel à votre âme de Sherlock Holmes pour fournir ces documents. Dans les vieilles maisons, déjà rénovées, le problème c'est qu'on ne sait pas dire ce qui se cache derrière la finition intérieure, donc le plafonnage de l'habitation. Et si on n'a pas des documents prouvant ce qui existe, on ne sait pas déterminer réellement la composition de parois. On doit prendre des valeurs par défaut. Pas question évidemment de casser vos murs pour fournir ces preuves. Donc, si vous ne voulez pas que votre bâtiment reçoive un certificat sous-évalué, mieux vaut mener votre petite enquête. Vous devez récolter un maximum d'informations quant à la construction de votre maison pour que le certificateur puisse en tenir compte au moment de son calcul. Mais comment faire concrètement ? Pour les propriétaires d'anciennes habitations qui sont déjà rénovées, ils peuvent essayer de rechercher les anciens propriétaires ou l'architecte éventuel qui a réalisé le projet de rénovation pour qu'ils leur transmettent des photos du chantier. Évidemment, ces photos doivent être représentatives du bâtiment, donc il faut pouvoir dire qu'elles ont bien été faites dans ce bâtiment-là. Et le réflexe à avoir maintenant lorsqu'on entame des travaux de rénovation dans son habitation, c'est évidemment de faire le plus de photos possible, et également de demander des factures détaillées aux entrepreneurs afin de pouvoir prouver le matériau mis en place. Enfin, n'oubliez pas que si vous avez réalisé un audit énergétique de votre habitation avant décembre 2010, celui-ci est valable comme certificat de performance énergétique pendant 5 ans. Avec tout cela, vous ne devriez donc plus passer à côté d'une bonne évaluation énergétique de votre maison. Élémentaire, mon cher Watson. On va rester avec vous, François-Xavier, dans la thématique du bois, avec ici l'utilisation de panneaux qui sont des vrais panneaux de bois. Oui, ce sont des panneaux de bois, donc multiplis, qui ont été livrés bruts et qui ont été reteintés par après. La volonté, c'était d'intégrer au mieux les portes de garage. C'est vrai que c'est pas très joli, une porte de garage. Non, en général, c'est pas très joli. Et comme ici, on a quand même 2 grandes portes de garage, donc le principe, ça a été d'habiller le tout, ces portes de garage, et d'avoir des retours, et d'avoir ce matériau bois qui revient sur l'ensemble des façades. On continue la visite de l'habitation avec un petit détour par la tanière de Tania. Tania, je peux rentrer dans votre cocon. C'est vrai qu'on a cette impression un peu de cocon ici à l'étage dans votre chambre. Exactement, parce que cet étage est seulement pour moi. Et ça c'est le salon. Ouais.
Oui, j'ai aussi une petite salle de bain pour moi-même, le la bureau. cuisine qui est ici sur le palier. Et puis surtout, vous êtes 2 étages au-dessus des pièces de vie des parents. C'est Plutôt très pas mal, ça, de temps en agréable. temps. Oui, quand mes amis venaient chez moi, on a mon petite cuisine et... C'est bien pour faire la fête, quoi. Oui, exactement, sur la terrasse. Oui, ok, je m'imagine bien 2-3 petites choses. Eh bien, on va s'arrêter là, parce que Oui. sinon les parents vont savoir 2-3 petites choses, eux aussi. Et on va partir à la visite d'une maison moderniste, un bel exemple de l'architecture moderniste en Belgique. Certaines façades bruxelloises à l'allure sobre abritent parfois de petits bijoux de modernité. Comme cette maison construite en 1952 par 2 des plus grands architectes de l'époque, Simone Guillicenoa et Jacques Dupuy. Peu de moyens au départ, après-guerre oblige, mais un esprit moderniste et une ligne qui en font aujourd'hui un bâtiment classé et qui ont séduit son locataire actuel, le designer Luc Vincent. Quand on voit les lignes et qu'on y rentre de manière superficielle, on a l'impression qu'elle est toute carrée, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur dans l'architecture. Non, c'est une architecture extrêmement libre, comme le feraient de jeunes architectes aujourd'hui. Beaucoup de demi-niveaux, beaucoup de murs qui jouent, qui twistent, c'est-à-dire qu'ils partent et puis tout d'un coup ils suivent un escalier ou ils suivent la lumière. Donc il n'y a pas de volonté d'établir des quadrilatères ou non, c'est une maison qui va beaucoup plus loin. Des matériaux tout simples, briques, bois, ciment, mais les multiples dénivellations offrent une grande variété de perspectives, tandis que les baies vitrées relient harmonieusement intérieur et extérieur. Cette maison sexagénaire cette année reste d'une étonnante actualité. La maison, elle est faite pour que les éléments naturels, très à la mode aujourd'hui, la lumière, etc., passent à travers cette maison, jouent avec tout ce qu'on y met. Et donc, quand on monte cet escalier, je pense que les gens sont beaux. Et donc c'est ça, en fait, une architecture, ou créer des choses, c'est que pour les gens qui les utilisent, soit beau. Beau aussi, le joyeux mélange qui personnalise la décoration. L'intérieur de Luc Vincent est tout sauf le musée design auquel on aurait pu s'attendre. Les jolies pièces de créateurs cohabitent avec les souvenirs de famille et de voyage, quelques réalisations personnelles comme ces chaises d'école recouvertes de cuir, mais aussi des meubles en kit en provenance d'un grand magasin suédois. Pour lui, la valeur d'un objet est d'abord sentimentale. Que ce soit la maison, que ce soit les lumières d'une maison, que ce soit les objets, les meubles, ce qui est important, c'est ce qu'on y met dedans et c'est le miroir qu'on a envie que ce soit. Donc j'ai derrière moi 2 tableaux que tout le monde trouve extrêmement moches. Mais moi, ça me ramène simplement à la plage de Dunkerque où il y a toujours les pêcheurs. Et du coup, je trouve ça beau. Une belle cohérence entre les murs, ce qu'ils contiennent et la personnalité qui y habite, c'est sans doute là que se situe la vraie modernité. Une philosophie de l'architecture à taille humaine, de la création au service de la vie quotidienne, et non l'inverse. Dites, vous savez quoi? Elles m'ont manqué vos petites revues de détails pendant les vacances, donc je vous laisse entière carte blanche. Eh bien, j'y vais alors. C'est vrai qu'ici, un petit détail important qu'on va retrouver dans finalement l'ensemble de la maison, c'est ces connexions, ces percements. On a un peu l'impression que le volume global, déjà à l'extérieur, il va être sculpté. Il est sculpté aussi à l'intérieur. Voilà. Parfois, des éléments ressortent, re-rentrent, et à l'intérieur, c'est pareil. On va y voir ici un contact direct vers le bas. Grâce à des petites ouvertures, on n'a pas besoin de faire un vide énorme, et on sent cette lumière qui traverse, et qui traverse toutes les pièces d'ailleurs, grâce à de beaux détails comme ce décrochage ici au niveau du plancher. C'est vrai que visuellement, quand on se retourne et qu'on regarde les châssis, eh bien, on n'a pas l'impression justement de voir le profil du châssis. Tout à fait, ils sont complètement cachés. Et alors, on a fait ça avec un système qu'on retrouve assez souvent au niveau du plafond. On a un décrochage. Ici, on va retrouver des stores. Mais on a le même détail au niveau du plancher. Et donc, ce décrochage permet de se sentir un peu en lévitation comme ça. On ne voit pas du tout le bord du châssis. On est vraiment plongé dans la nature. Mais lévitons, alors lévitons jusqu'à la salle de bain. Alors, dans la salle de bain, on a ce lavabo bien particulier, un lavabo en pierre, c'est ça? Oui, alors c'est une pierre qui est reconstituée, donc c'est des poussières de pierre qui sont mélangées avec de la résine et puis ça donne un plan de travail qui est très résistant, notamment dans les salles de bain, mais souvent on les voit dans les cuisines. Et ce matériau, on le retrouve ici pour le lavabo, au sol et dans la douche. Voilà, tout à fait, parce qu'il est très pratique à l'entretien. Évidemment, les poissons à l'extérieur, les poissons aussi à l'intérieur. Ilona, ça fait partie vraiment de la vie de la maison. Bah oui. Alors cette maison, je l'ai dit tout à l'heure, on s'y sent bien, on en a parlé entre autres avec Virginie, mais qu'est-ce qui se passe de particulier dans cette ambiance? Pourquoi est-ce qu'on s'y sent tellement bien? Ben, on a de grands espaces, des grandes surfaces vitrées, donc
le contact avec la nature. Et en plus, ici en bas, au rez-de-chaussée, tout est centralisé. Il y a un côté très pratique aussi. Très pratique, c'est ça. Pour moi, ça évite de faire de longs trajets. Ouais. J'ai la cuisine, une arrière-cuisine, la buanderie, tout est bien centré. Et nous avons notre nouveau couple de bricoleurs. C'est Robert et Sarah. Brico vous aide à trouver le truc. Hé, bonjour Robert. Bonjour Sarah. Venez un peu, j'ai un truc à vous montrer. Un truc à me montrer. Vous croyez que ça va me plaire? Oui, oui, j'en suis sûre. Allez, venez voir. Alors, c'est quoi cette surprise que vous vouliez me montrer? Venez vous asseoir, je vais vous expliquer. Alors, regardez-moi cette pièce. D'un côté, on a un plancher en OSB, très bien mis, mais c'est quand même pas terrible. De l'autre, un tapis tout pourri. Alors, j'ai été chercher un plancher stratifié, et oui, c'est que nos amis arrivent dans 2 heures. Ah, c'était ça que vous vouliez me montrer. Bon, on commence par le coin, j'imagine. Hop, 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 Sarah. Je sais qu'on est pressé, mais il y a plusieurs petites règles à respecter. Et la première, c'est... Est-ce que le plancher est bien depuis 48 heures dans la pièce? Oui, monsieur. La première chose à faire, c'est d'abord de protéger le plancher de l'humidité par une bâche plastique. Cette petite remontée, elle sert d'étanchéité au cas où on renverse quelque chose sur le plancher pour ne pas que l'eau s'écoule dans les coins, tout simplement. On déroule. On déroule. Et voilà, le dernier. Et pour la suite? Et pour la suite, je viens avec une idée en or. Un petit peu bling-bling quand même, votre truc, c'est quoi? Oui, c'est la sous-couche, c'est un isolant thermique et acoustique. En plus, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est inifuge. Ah, j'adore ce style nouveau riche. Ah, Sarah, alors vous voici bien, mais il nous reste 25 mètres carrés à poser, donc voilà, je vous donne la première. Bon, si on peut m'appeler rigoler. On commence par là? C'est une bonne idée, Sarah, mais ici, c'est une cloison. Et comme c'est une cloison intérieure, on n'est pas sûr qu'elle est droite. On va plutôt commencer par le mur extérieur. Ça, on est sûr que lui est droit. Ok, on y va. C'est bien, je vois que vous avez compris tout de suite le principe de pose. Il est toujours plus simple de mettre la rainure dans la languette. Donc il faut toujours que la rainure soit vers vous. Maintenant, très important, on va les désaligner. Parce que c'est beaucoup plus résistant et beaucoup plus joli. Donc maintenant, on va faire une coupe. Donc vous l'entrez dans un angle de 20 à 30 degrés, tout simplement. Vous allez voir, elle va s'emboîter très facilement. Donc là, vous engagez l'embout dans la rainure et il suffit tout simplement de l'enchasser. Vous voyez ici que la jonction est impeccable. Maintenant, on va repartir avec une frise de 3/4. Merci. À propos, Sarah, vous savez pourquoi on met des cales? Mais bien sûr que je le sais. Parce que le bois va se dilater. Il faut laisser un petit espace entre le bois et le mur. Vous m'impressionnerez toujours. Robert, au secours, je suis au bout. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment savoir où couper? Ah, ben ça, c'est très simple. Vous prenez la planche, vous la retournez, vous le mettez au sens opposé et vous allez simplement mesurer l'endroit de la coupe. Comme ça, vous allez vous retrouver avec la rainure du bon côté. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comment ça, c'est terminé pour aujourd'hui? Non, non, je sais que vous êtes pressé, que vos amis vont arriver, mais on va quand même terminer ça, non? La cloison n'est pas alignée par rapport au mur, donc ça veut dire qu'on a un décalage au niveau de la largeur. Donc il faut tout simplement disposer sa plaque, mesurer. Il ne reste plus qu'à découper. On vérifie si ça fonctionne. Sarah, vous pouvez passer le pied de bichcal, s'il vous plaît? Le quoi? L'outil bleu. Ah, Et le ça... maillet aussi, en passant. Ouh là là, Robert, c'est pas de la petite découpe, hein, ça? Non, c'est un peu compliqué. Ta-ta-ta, suspense. Voilà. Attention les yeux. Alors là... On a bien travaillé, non? Ouais, on a bien bossé, mais heureusement que vos amis étaient un petit peu en retard parce qu'on était un peu plus long que prévu. Un tout petit peu plus long. Mince, qu'est-ce qu'on va faire à manger? Pizza ou chinois? Pizza. Allez, à la semaine prochaine. Pour d'autres trucs.
On termine cette émission avec cette photo. On en retrouve 2 dans le couloir. Le principe est très simple. Vous prenez une photo, vous la faites imprimer sur une grande toile. Il faut déjà qu'elle soit jolie, et c'est le cas avec celle de Bernard. Et puis vous rétro-éclairez le tout. Vous disposez ça dans le couloir et ça change complètement l'ambiance de celui-ci. La semaine prochaine, on se retrouve dans un tout autre environnement. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt. Au revoir.